Merci à tous d'être venus. Monsieur Ndala, vous êtes né au Congo, ex-Zaïre, vous êtes diplômé en droit de l'Université de Kinshasa, vous poursuivez vos études en Belgique où vous obtenez un diplôme d'études spécialisées en droit international des droits de l'homme à l'UCL. Depuis 2017, vous vivez au Canada où vous êtes fonctionnaire dans différents postes à caractère juridique dans des ministères fédéraux avec un passage comme chef de mission pour Avocats sans frontières Canada. Vous occupez actuellement le poste de directeur adjoint aux enquêtes dans une agence fédérale canadienne. Vous avez publié 3 livres remarqués, dont on voit ici. J'irai danser sur la taupe de Sangor en 2014, Sans capote ni Kalachnikov en 2017 et Dans le ventre du Congo en 2021. Le premier est en cours d'adaptation cinématographique. Est-ce que vous aimeriez bien ajouter quelque chose à la présentation? Non, tout cela est correct. Peut-être qu'il y a eu un petit lapsus. Je suis au Canada depuis 2007, l'année où j'ai quitté la Belgique, et pas 2017. Ah non, c'est moi qui me suis trompée. Bon, c'est un lapsus. J'ai mis 2007 et j'ai dit 2017. De rien du tout. De rien du tout, mais dans l'ensemble, oui, tout ce que vous avez dit correspond bel et bien à la réalité en ce qui me concerne. Très bien, merci. Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va discuter autour de votre dernier livre qui s'appelle Dans le ventre du Congo. Après, on va aussi aborder un peu le livre précédent. Voilà. Donc, ce livre, Au ventre du Congo, offre au lecteur non seulement une immersion intensive dans les rites des Bakuba, en les plongeant dans leur histoire, mais aussi il parle du colonialisme de l'autre côté. Il pousse les lecteurs à réfléchir aux enjeux coloniaux et postcoloniaux, aux relations politiques et humaines en se structurant sur le fil de l'amour, de l'orgueil, de l'amitié, des traditions, du commerce, en dialoguant avec l'époque actuelle. Bref, à quel moment vous vous êtes senti prêt, M. Ndala, à intriguer les lecteurs dans ce roman où l'épopée et l'histoire se tutoient avec l'actualité congo-belge? Merci. J'aimerais d'abord remercier Cercle Ouvert pour l'invitation. Je suis arrivé du Canada il y a une semaine, mais pour moi, de commencer ces échanges avec les Belges et les Congolais et d'autres gens ici en Belgique par Liège n'était pas du tout quelque chose à laquelle je me serais attendu, de commencer par Liège. Généralement, on commence toujours par Bruxelles. Et la dernière fois que j'étais à Liège remonte donc à 2007, l'année où je partais. Donc je n'étais jamais revenu à Liège. Donc merci de m'en donner l'opportunité. Et c'est une belle chose, évidemment, que ça soit sous le prétexte de la littérature. Alors, pour revenir à la question, à partir de quel moment je me suis senti prêt, et j'aime bien le fait que vous parliez d'être prêt, parce qu'il a fallu effectivement que je me sente prêt à transposer dans la fiction une information en particulier qui m'était venue du monde du réel. Je pense ici à une visite que j'ai faite au printemps de l'année 2004. On était quelques mois, à peine 4-5 mois après mon arrivée en Belgique, où je suis venu pour poursuivre mes études de droit. Il y a une amie qui habitait d'ailleurs Liège, comme je l'ai dit ailleurs, qui habitait Angleur, qui m'avait proposé d'aller visiter les musées royaux de Tervuren. Elle est venue me chercher à Louvain-la-Neuve, et donc nous sommes allés en voiture jusqu'à Tervuren. Mais moi, le but, c'était vraiment de découvrir le musée, et les artefacts, les œuvres d'art qui s'y trouvaient. Et c'est là, à la sortie du musée, qu'elle m'a demandé si je savais qu'à quelques encablures du musée se trouvait un mémorial que les Congolais devaient à tout prix visiter. Je dis, de quoi tu parles? Et bien, viens, je vais te montrer. Alors, on a marché jusque rue de l'église, et comme d'aucuns le savent, adossé au mur de l'église Saint-Évangéliste, il y a 7 tombes des Congolais qui sont encore enterrés, et qui ont été enterrés là-bas après avoir été exposés lors de l'exposition universelle de 1897. Ils étaient 217 à peu près qu'on était allé chercher dans la colonie. On les avait mis sur un bateau, on leur avait fait traverser l'océan. Certains étaient morts pendant le voyage, et ceux-là étaient de ceux qui étaient arrivés dans les jardins de Tervuren, où on avait dressé ce qu'on appelait un village congolais, en fait, une sorte de constitution d'un zoo humain où les Belges pouvaient venir en famille tranquillement, tuer le temps, voir les indigènes, voir les sauvages, s'amuser, passer du bon temps et retourner à la maison. C'était un peu la mode à cette époque-là. Et ceux-là n'avaient pas pu résister aux intempéries et aux d'autres conditions climatiques très très sévères de l'époque et étaient décédés. On avait commencé par les enterrer dans une fosse commune avec des personnes qui souffraient de santé mentale, des prostituées.
un peu selon le mœurs de l'époque. Et puis finalement, dans les années 60, je crois, on les avait déterrés pour les inhumer les uns à côté des autres contre le mur de cette église. C'est une histoire dont je n'avais jamais entendu parler. Vous imaginez bien, je suis congolais, j'arrive, on me montre ça, je tombe de haut, je dis mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment dire à Liège, oufti, qu'est-ce que c'est? J'étais totalement effaré. C'était en 2004 que je découvre cette tombe. J'arrive en 2003, en septembre, et puis en 2004, mon ami d'Angler m'amène là-bas, je découvre cette tombe. Alors je tombe de nu parce que c'est une histoire qui n'est pas enseignée au Congo. À l'époque, j'imaginais qu'elle était enseignée en Belgique. Elle n'était pas enseignée au Congo, je ne la connaissais pas. Pourtant, vous imaginez, après une licence en droit, donc je suis quand même assez bien informé sur les questions coloniales, l'histoire en général. Je retourne à Louvain-la-Neuve, je demande à mes condisciples belges, qui sont dans le même programme que moi en droit de l'homme, et je demande à certains de mes professeurs s'ils connaissent cette histoire. La grande majorité n'en savent rien, y compris les profs. La grande majorité de gens à qui je pose cette question ne savent pas. Il y avait certes des expositions coloniales, c'est vrai, il se passait des choses, mais ceux qui savent qu'il y avait un village congolais où plus de 200 indigènes, comme on disait, avaient été exposés, il fallait les compter au bout de doigts. Peut-être 2-3 m'ont dit oui, on n'en parle pas, mais je sais que ça a existé. Alors ça m'a perturbé. Et je me suis dit, mais ces gens qui sont noyés dans l'anonymat, qui ne figurent pas dans les manuels d'histoire, en tout cas pas ceux qu'on retrouve au Congo, et qui ne sont pas enseignés, dont le destin n'est pas enseigné en Belgique non plus, dont les nouvelles générations ne savent rien du tout. Alors qu'il y a tellement de choses qu'on peut apprendre de ce destin qui fit le leur, de cette page moins glorieuse qui fut celle de la colonisation. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment, en tant qu'auteur, en tant que romancier, je pourrais tenter de leur donner une voix? J'ai commencé à creuser, à m'intéresser, à me documenter sur la question, et de fil en aiguille, j'ai appris qu'au lieu d'être effaré de ce qui se passait en 1897 dans un monde qui paraissait si lointain, s'il y avait quelque chose qui était encore plus révoltant, plus incroyable, c'est qu'on a reproduit un autre village congolais 2 ans avant l'indépendance du Congo, à savoir en 1958, au pied de l'Atomium, monument, comme vous le savez, qui avait été bâti pour l'exposition de 58. Alors là, le choc, il est encore plus grand, mais ça va me prendre, pour revenir à la question, une dizaine d'années. Je vais quitter la Belgique en 2007, tout en continuant mes recherches tranquillement, en essayant de trouver les bons angles pour amener cette histoire à la portée de tout le monde, que ça ne soit pas l'apanage d'historiens, mais qu'à travers la fiction, si possible, le Belge, le Congolais lambda, ou même au-delà de nos 2 pays, ceux qui s'intéressent à cette question puissent en prendre la mesure, puissent en prendre connaissance. Et c'est seulement, on va dire à peu près 12 ans plus tard, donc il y a maintenant 5-6 ans, que j'ai commencé à écrire cette histoire-là, parce que j'avais trouvé, me semble-t-il, l'angle qui me semblait idoine et le moyen de faire passer cette histoire-là dans la connaissance du lecteur moyen, sans que l'on soit à nouveau dans des postures qui soient soit victimaires, soit de défense. C'était pas nous. J'essaie de trouver un peu un moyen de faire se rencontrer, faire résonner les voix multiples, contradictoires, s'il en est, pour laisser ça à la portée et au jugement, à l'appréciation, en tout cas à la connaissance du lecteur du XXIe siècle. Merci. Vous avez dit à propos de votre roman, Dans le ventre du Congo, c'est le roman que j'aurais aimé lire pour comprendre quand et comment les peuples d'Afrique noire et ceux de l'Europe occidentale ont échoué à la fin du XIXe siècle, à faire de leur rencontre un moment d'humanité. Pourquoi, selon vous, cette rencontre a échoué? Alors je pense que la réponse, elle est toute simple. Elle a échoué parce que le projet colonial est un projet de déshumanisation à la base. Cette rencontre s'est faite dans ce cas-ci, et on le voit à travers le Congo belge. D'abord l'État indépendant du Congo, qui appartenait à Léopold II à titre individuel. On le voit à travers toutes les colonies que la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale ont mené. Ce sont des projets qui ont pour essor, d'une part, la croyance à l'infériorité fondamentale de l'homme noir. On est à une période où les thèses racialistes qui ont été professées notamment par Arthur de Gobineau et d'autres racialistes de l'époque nous font croire à leurs contemporains qu'il y a une hiérarchie au sommet de laquelle on retrouve
la race blanche, ensuite ceci, ensuite cela, et au bas de l'échelle, on retrouve l'homme noir. Dès lors qu'on dévalorise l'homme noir, dès lors qu'on le met comme le maillon, presque le maillon, le chaînon manquant entre le primate et l'homme, on lui dénie son humanité, c'est tout à fait justifiable que l'on puisse aller le déposséder de ses terres, de ses biens, qu'on puisse dévaloriser ses croyances spirituelles. C'est des animistes qui adorent le soleil, le morceau de bois, qui n'ont aucune civilisation, qui n'ont rien inventé. Ça repose sur une conception racialiste, essentialiste du noir. L'autre volet qui explique aussi ce projet colonial et cette rencontre humaine ratée, c'est quand même la visée ou les visées mercantiles du projet colonial. Qu'on retourne à Léopold II, qui fait ce tour de passe-passe incroyable lors de la conférence internationale de Berlin de 1885, en essayant presque de préempter le territoire du Congo belge à la convoitise de de Français et de Portugais qui sont déjà dans la région, en amenant évidemment un discours humaniste en disant on va expulser les Arabes qui sont des esclavagistes de la région pour amener la civilisation, alors qu'en réalité, tous les Belges aujourd'hui le savent, c'était l'ivoire d'abord, ensuite le caoutchouc qui va avoir un essor important avec l'industrie automobile, avec l'invention du pneu dans ces années-là. Ce sont les deux ressorts réels du projet de Léopold II, s'emparer des richesses naturelles du Congo dans un territoire qui est convoité par les Français du côté, de l'autre côté du fleuve, avec Savorgnan des Brazza, l'explorateur français qui lui essaie d'acquérir ces territoires pour le compte de la France, et Léopold II qui s'adresse à Henry Morton Stanley, l'explorateur britannique, mais dont la Grande-Bretagne ne veut pas, ne veut pas l'embaucher. Il rencontre Léopold II et son association internationale pour le Congo. Léopold II vient bosser pour moi, va me prendre des terres, ouvre des comptoirs pour moi, et c'est l'ivoire qui suit. Donc quand vous avez une croyance en la supériorité, en la hiérarchie de race, une croyance suprémaciste pour les Blancs, qui méprise, qui dénie aux Noirs leur humanité, et vous avez une volonté, une avidité mercantile pour aller chercher les richesses naturelles au bout du monde, la rencontre qui s'ensuit ne peut pas être une rencontre humaine, elle ne peut être qu'un rapport de pouvoir, un rapport de domination, et c'est à partir donc de là que le jeu était faussé, et tout le projet colonial qui va s'en suivre n'est que la conséquence logique des prémices que je viens de résumer. Très bien, merci. Donc aussi, on est allé chercher sur le site de l'Atomio, où il est écrit, nous pouvons trouver ceci à propos de l'Expo 58. Donc je cite, le 17 avril 1958, l'exposition universelle et internationale de Bruxelles est inaugurée sur le site de Ezel. Cette manifestation de grande envergure se veut la vitrine de la Belgique et de 44 pays, à une époque où l'ONU compte 82 membres, avec pour slogan « Le bilan d'un monde pour un monde plus humain ». Cet événement propage un message d'optimisme sans limite et se veut refléter d'une société confiante en son avenir et enthousiaste quant au devenir de l'humanité. Fin de citation. Vouliez-vous peut-être mieux démontrer ce bilan d'un homme pour un monde plus humain au public belge et congolais? Cette histoire est-elle enseignée en RDC? Vous avez déjà un peu répondu à cette question. Et connaissiez-vous cette histoire avant de venir en Belgique? Ça a été aussi déjà répondu, mais voilà, vous pouvez développer un peu. Merci. Merci Ivana. Je vais revenir au premier volet. Est-ce que je voulais à mon tour montrer les bilans de cette époque où on voulait, qui était teintée d'un certain optimisme et où les nations européennes en tout cas se présentaient comme étant le fer de lance de la modernité et de l'humanisme. Le projet, en tout cas moi je ne l'ai pas conçu vraiment d'un point de vue belge, d'un point de vue européen pour être honnête. Je ne voulais pas ni m'opposer ni m'associer
à la doxa de l'époque, à toute la propagande sur le monde que l'on bâtissait en 58. Je voulais très humblement, comme je l'ai dit, tenter de donner une voix à ces personnes qui m'intriguaient, dont les destins m'intriguaient, de gens qui ont des familles, qui ont dû avoir des arrière-petits-fils, qui peut-être étudiaient en même temps que moi, j'ai peut-être côtoyé, qui étaient là, des gens qui ont leurs ancêtres encore en Belgique dans des formes absolument hallucinantes. J'ai souvent été à la bibliothèque des l'ULB sur le campus du Solbosch. Il y a des Congolais qui sont venus étudier là-bas sans savoir que dans un laboratoire, à quelques mètres de leur auditoire, il y avait des crânes de leurs grands-pères qui s'y trouvent encore aujourd'hui, de fémurs qu'on a coupés, des gens qui ont résisté à l'invasion de la force publique qui venait s'assurer que Léopold II va s'étailler ce royaume 80 fois plus grand que la Belgique au cœur de l'Afrique. Ces réalités, on les avait dans un monde où nous avions tous, des jeunes Belges et moi, Congolais, qui arrivaient les yeux complètement bandés. Complètement bandés. Donc une fois que j'ai découvert tout ça et que je me suis rendu compte que même dans mon pays, dans mon pays d'accueil, dans cette Belgique qui m'accueillait, où j'étais en train de tisser mon réseau d'amis, où les gens m'accueillaient si bien, et où il y avait beaucoup de gens qui avaient une conscience coloniale qui les révoltait jusqu'à un certain point, ils étaient complètement ignorants de cette réalité. Donc mon parti pris à moi était de donner la voix à ces personnes anonymes disparues de l'histoire évacuées d'Emmanuel, y compris au Congo, pour qu'ils nous montrent en quelque sorte par leur destin d'où ils étaient venus, quel monde les avait accueillis et quelles sont peut-être les leçons que nous pouvons tirer de ce que la Belgique de l'époque fit de ce que la Belgique, le pouvoir colonial, avait fait de leur vie, avait fait de leur destin. Après, oui, dans le développement de l'histoire, puisque je convoquais évidemment les archives que je ne pouvais pas me permettre de faire dans la demi-mesure, tant qu'à embrasser l'histoire coloniale, il fallait l'embrasser à la fois dans son côté holistique, mais également dans toute sa complexité. Oui, je me suis rendu compte que cette manière de procéder, aussi bien dans le projet colonial, dans ce qui se faisait dans les colonies, que pour ce qui est de cette exposition universelle, oui, le projet, le message pour la Belgique, comme pour d'autres puissances qui ont fait aussi leurs eaux humains, leurs villages coloniaux sur leur territoire, eh bien, l'idée c'était de dire, ben voilà en fait le monde de demain de quoi il va être fait. Nous avons vaincu la barbarie dans nos colonies, nous avons apporté la civilisation, mais la preuve, voyez là, voyez ces enfants, parenthèse, je présentais le livre il y a quelques semaines au Canada, dans une ville qui s'appelle Rimouski au Québec, et à la fin d'une présentation comme celle-ci, c'est un professeur d'université qui est venu me voir, qui est d'origine congolaise, qui m'a dit qu'il était parmi les petits-enfants du roi, le petit choriste de Léopold II. J'oublie le nom exact, mais c'était de choristes qui étaient à cette exposition-là, avec les personnages de mon roman, et qui chantaient. Il me disait, je pensais en fait que c'était bien de m'habiller, de me mettre là, qu'on voulait valoriser ce que je faisais. Mais en fait, c'était de la propagande pour prouver qu'on pouvait prendre un indigène comme ça, un petit nègre de rien du tout, un peu sauvage, machin, et puis en faire quelqu'un qui pouvait chanter en anglais, en français, pardon, et pourquoi pas en flamand. Parenthèse refermée, donc je me suis rendu compte que cette manière de faire était une propagande qui visait à montrer que oui, effectivement, quand on vous dit que nous avons les meilleurs de nos fils, de nos filles qui vont comme nonnes, comme prêtres, comme médecins, comme soldats au Congo belge, c'est pas pour vous endormir. Voyez donc l'œuvre grandiose de colonisation des civilisations. Certains disent aujourd'hui des désensauvagements que nous avons réussi. Voyez-les, voyez-les, voyez-les dans leur nature, dans la jungle, voyez-les dans la vie moderne que nous leur avons apportée. Donc nous sommes ceux qui avons chassé les ténèbres de l'Afrique et la preuve en est là, nous sommes en train de tirer cette partie de l'humanité vers le progrès, vers la modernité. Bon, il y avait ce volet et puis il y avait évidemment toutes les inventions de l'époque aussi qu'on montrait parce que les expositions coloniales étaient aussi des vitrines pour que chaque pays se vende de ses réalisations. La Belgique montrait ses réalisations. Du point de vue architectural, il y a eu une transformation de la ville de Bruxelles, par exemple, en prévision d'Expo. L'extension, par exemple, du métro, de la ligne de métro jusqu'à Bruxelles-Midi, s'est faite à cette époque-là. Beaucoup d'édifices se sont faits à cette époque-là. L'Atomium, avec son ascenseur qui avait la vitesse la plus grande, c'était aussi un fleuron de la technologie. Les Français venaient montrer leur truc, comme on voit dans le roman, le Russe venait d'envoyer le premier engin dans l'espace Sputnik 1, ils étaient venus à Bruxelles pour montrer Sputnik 1. Donc c'était vraiment une grande kermesse où chaque pays venait montrer un peu son nombril pour dire voilà, je suis le meilleur, je suis la meilleure. Et puis la Belgique, qui considère que le Congo était sa colonie modèle, oui, se vantait de venir montrer ces Congolais, ces indigènes, qu'il avait fait des hommes.
D'autant plus, et je terminerai par ce détail, que s'agissant de ce projet, alors qu'on était dans une Europe qui se vantait d'être l'Europe des Lumières quand même, on avait entendu un siècle plus tôt, au plus fort des invasions coloniales, nul autre qu'un esprit comme Victor Hugo, et le roman s'ouvre avec ces mots de Victor Hugo prononcés lors du 31e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, où Hugo prend la parole dans un dîner à Paris et dit clairement les mots suivants: au 19e siècle, l'Européen, l'homme blanc a fait de l'Afrique, de l'Afrique un monde. Au 20e siècle, l'Europe fera, je ne veux pas le trahir, permettez-moi, c'est vraiment dans la citation, l'Europe fera, je pense, du noir un être humain, quelque chose comme ça, carrément, carrément. J'ai pris un bout de ces discours que vous pouvez trouver en googlant, un discours 31e anniversaire, Victor Hugo, esclavage, tout ça. Allez peuple, il dit, allez peuple, emparez-vous de cette terre, il parle de l'Afrique, emparez-vous de cette terre, prenez-la, prenez-la, à qui? À personne. Prenez cette terre à Dieu. Dieu donne la terre aux hommes, Dieu offre l'Afrique à l'Europe, prenez-la, où le roi apporterait la guerre, apportait la concorde. L'Afrique appartient à qui? À personne, dit Victor Hugo. Il dit, peuplée, elle n'est que sauvagerie, déserte, elle n'est que barbarie, prenez-la. Y a-t-il discours plus clair pour dire qu'on a affaire à ce qu'on appelle une terra nullius, une res nullius, un bien sans maître, une terre sans maître dont l'Europe doit s'emparer, et des gens qui n'ont rien, qui ne possèdent aucune civilisation, et il faut leur apporter la lumière. On est dans ce contexte-là, on est dans ce monde-là. Alors le projet, pour finir, c'était d'essayer de voir en un jeu de miroir qu'est-ce qui est resté de cette conception du monde qui a accouché de villages congolais, de villages indigènes, qui a accouché de zoos humains. Aujourd'hui, au XXIe siècle, plus de 60 ans après Expo 58, qu'est-ce qui reste de ça pour nous? Suffit-il de dire « Ah, c'était pas nous » ou est-ce qu'il faut aller beaucoup plus loin, saisir la complexité de ce qui est arrivé et de ses conséquences modernes, des reprises modernes peut-être de ce que Victor Hugo disait à l'époque, et savoir si, comme disait Luc Wyss, qui est un sociologue belge, le passé est vraiment passé. Si ça se trouve, il n'est peut-être pas passé du tout. Merci beaucoup. Alors, pourquoi ce livre s'appelle « Dans le vent du Congo » ? Alors là, je vais m'efforcer d'être très bref. Je suis un ancien avocat, donc je parle. Il faut que je me souvienne pour que mes réponses soient de plus en plus courtes, pour que vous ayez la chance après de poser des questions. Alors, dans le ventre du Congo, parce que je trouvais cette allégorie assez intéressante. Le ventre, c'est quand même la source de la vie. Hein. Tout part du ventre, et c'est aussi le lieu de l'extinction. Hein. Ce que nous consommons, finalement, se détruit dans le ventre. C'est un cycle vital que je trouvais intéressant pour montrer la métaphore de tout ce qui s'est passé entre le Congo belge et le Congo, et on est encore dans une dynamique circulaire où, me semble-t-il, les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets. Et puis il y a aussi cette espèce de clin d'œil, cette espèce d'écho à l'expression qui dit sors ce que tu as dans le ventre. Voilà. On est resté dans une histoire coloniale pleine de tabous, hein. Des tabous qui sont aussi entretenus parfois par les Africains, hein. Il faut pas se leurrer. Il y a beaucoup d'intellectuels africains ou d'écrivains même africains qui vont dire « Oh, mais encore l'histoire coloniale, mais on est fatigué de ça, on est ailleurs, arrêtez de pleurer, on est maintenant en 2020, faites quelque chose. » C'est comme si ce passé n'avait pas de conséquences sur le présent. C'est comme si c'était vraiment passé. C'est pas si sûr que cela. Et comme romancier, mon rôle, c'est de douter. Je n'ai pas de réponse, j'ai des questions que j'essaie de poser à travers la fiction pour que ça nourrisse le débat. Et c'est ça l'ambition. Mais bref, l'idée, c'était de balayer les angles morts de cette histoire commune entre Belges et Congolais et de voir qu'est-ce que la Belgique a encore dans le ventre, qu'est-ce que le Congo a encore dans le ventre. S'il devait accoucher de quelque chose qui nous permette de mieux comprendre le monde dans lequel nous sommes plongés, ça serait quoi? Mais il y aurait peut-être certains éléments qui sont proposés dans ce roman.
Très bien, merci. Donc, aussi une autre question. Vous vous êtes inspiré des personnages qui existaient pour le fonctionnaire wallon et flamand. Pourquoi le fonctionnaire wallon inspire sympathie et le flamand antipathie? Comme on est sur le sol belge. Alors là, vous voulez qu'on m'attende avec un couteau à la gare d'Anvers, là? Non, je n'ai jamais réfléchi à ça en fait. Non, 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 c'est vous qui me révélez que mon personnage flamand suscite de l'antipathie. Hein. Je pense que vous pensez à Marc Desgroff, hein, l'ami de René Comer, le collectionneur d'art. Oui, oui, c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez antipathique, malgré son humour et son côté d'autodérision. Mais je ne lui ai pas prêté ses traits parce qu'il était flamand. Que mes amis flamands qui vont m'écouter, qui vont m'entendre, qui vont lire, c'est rassure. Non, il aurait pu être wallon et un con fini, un connard, un salaud fini. De toute façon, il y a pas mal de salauds, wallons aussi. Non, c'est simplement qu'au moment où je devais créer ces personnages, ma plume a décidé que ben, ça serait un flamingant ou un truc de ce genre. Voilà. Et il est devenu flamand sous ma plume sans vraiment que je ne le veuille comme tel. Je le découvre flamand quand vous dites cela et que c'est associé à l'antipathie. Non, ce n'était pas calculé du tout. Hein. Je pense que dans ce roman, comme certains me l'ont dit, chacun y prend un peu hein, pour son grade. Il y a du bon chez les Flamands, il y a du bon chez les Wallons, il y a du moins bon chez les Congolais, il y a du bon aussi. C'est ça l'intérêt de la fiction, c'est de ne pas amener autant que possible quelque chose de manichéen, d'aller chercher toujours de la complexité, de la nuance là où il faut, mais sans se démarquer de la vérité, en tout cas du fait historique et de la réalité historique qui est dans le contexte que j'apporte. Ce qui est noir est noir, ce qui est blanc est blanc. Les mains coupées pour le caoutchouc, j'en parle de manière très très claire parce que ça a été fait comme ça, c'est documenté, y compris par des historiens belges. J'ai lu beaucoup d'historiens belges dans le cadre de ce roman. Donc ce n'est pas de fait qu'un Congolais revanchard sort pour venir embêter Banoko, comme on dit les oncles. Non, non, c'est des faits historiques. Mais c'est amené dans la complexité, dans la manière dont j'estime qu'il doit être amené pour nous inciter à nous poser les bonnes questions et peut-être à rechercher ensemble les bonnes réponses face aux enjeux modernes qui tirent encore une fois leur ramification dans cette partie escamotée de notre mémoire collective. Merci. Pourquoi avoir choisi le peuple Bakuba? Où avez-vous cherché vos sources en ce qui concerne les rituels, les traditions et leur histoire? S'agit-il peut-être de votre lignée familiale? Non, j'aurais aimé bien prendre un peu de prestige d'être un descendant du roi des Bakuba, un prince Kuba, ça aurait de la gueule. Hein? Un prince Kuba à Ottawa, fonctionnaire pour Trudeau, mais quand même prince par ailleurs. Ça serait génial. Non, c'est pas vraiment, il n'y a pas de lien familial du tout. Encore que moi je suis Mukongo, en fait, si on remonte, ce serait plutôt dans le royaume Congo de l'époque. Et il y a une sous-branche ethnique qui est les Bambala. Et dans mes recherches, d'ailleurs, grâce au roman, j'ai découvert que les Bambala faisaient partie de 13, je pense, 13 groupes ethniques à l'origine du royaume Bakuba. Mais ils se sont détachés relativement tôt, donc le lien n'est plus aussi direct aujourd'hui et ça serait vraiment forcer les traits que d'aller chercher une certaine ascendance du côté de Bakuba. Par contre, oui, j'ai toujours eu une fascination sur le royaume Bakuba qui est lié à comment dirais-je, au faste de leur art, dont je parle beaucoup dans le roman L'Art Kuba, qu'on retrouve beaucoup dans les musées en Europe, y compris à Tervuren. Et je pense notamment aux tapis Kuba. Ils font des tapis extraordinaires. Ils ont également un art statuaire avec des statues très très beaux, que ce soit à Londres, au MoMA, à New York ou ici à Tervuren ou ailleurs, à Paris, Quai Branly. Tous les musées qui montrent ce qu'on appelait autrefois l'art primitif, qu'on appelle aujourd'hui l'art africain, sont riches du fond Kuba. Et moi, ce faste dans l'art m'a toujours fasciné. Et pendant que je faisais la recherche, je suis tombé sur un article très très intéressant que vous pourrez trouver en ligne, un accès libre, d'un professeur d'université ethnologue respecté, belge, flamand d'ailleurs, qui a fini ses jours aux États-Unis parce qu'il est allé enseigner à Michigan. On m'a appris qu'il a quitté l'université de Louvain à Leuven dans des conditions assez contestables. Il s'appelle Ian Vantina.
Jan van Sina. Il a consacré beaucoup d'articles au peuple Bakuba qui le fascinaient, comme ils ont fasciné avant lui des ethnologues comme Émile Tordet, comme Frobenius, qui se sont intéressés à cet art et qui, à l'époque où ils découvrent ce royaume, à l'époque où Léopold II acquiert ce territoire-là, vont le comparer par exemple à l'Égypte antique. Ils disent, mais il y a un raffinement dans l'art, il y a un raffinement, il y a une manière de gérer l'État Kuba qui les ont fait penser à l'Égypte ancienne ou à la Chine de la même époque. Donc c'est dire à quel point cette civilisation Bakuba était très très poussée, très développée, et semble-t-il, ils ont pu perdurer. C'est l'un des rares royaumes du Congo moderne qui a pu partir du siècle écoulé, parce que c'est un royaume qui s'est créé en 1625 exactement, et dont on a encore le dernier roi actuellement. Et cette survivance, ils le doivent aussi en partie à la prospérité de leur art. Alors cette singularité et cette durée dans le temps sont deux éléments qui m'ont fasciné et qui m'ont amené à m'intéresser à leur histoire et donc à faire naître le destin de la princesse Tchala qui est exposée en 58 à l'Atomium dans le parc du Heysel, dans le royaume Kuba, dans la dynastie des rois Bakuba qui sont nommés dans le roman. Merci. La question suivante est justement si la princesse Tchala a-t-elle vraiment existé? Et de même le roi Kenekuete III. Oui et non. Oui, la princesse et le roi ont existé dans ce sens que je suis allé chercher dans la lignée de ce roi des personnalités qui auraient pu vraiment, qui ont existé et qui auraient pu se retrouver dans les mêmes circonstances qui sont décrites dans le roman. Mais Tchala, c'est l'une quelconque. Elle porte le visage et le nom de l'une quelconque des princesses de Bakuba. Elle n'était pas physiquement à Expo 58, donc le dessin que je lui invente est tiré vraiment est né de mon imagination. Mais comme il y a eu de femmes au Heysel, elle aurait pu être n'importe quelle femme congolaise qui serait venue du Kasaï ou d'un autre coin du Congo belge. Mais en l'occurrence, ce n'était pas une princesse de Bakuba qui était là, présente. Donc là, Tchala, je lui donne les traits que j'ai décidé de lui donner pour les besoins de la fiction, et parce que je voulais que le royaume Bakuba soit au centre de cette épopée. Et puis le roi, quant à lui, oui, il a vraiment existé, sauf que ce n'est pas vraiment son vrai nom. Dans la dynastie de Bakuba, ce n'est pas Kenakwete III, il y a un roi Kena, il y a un autre roi Kwete. Alors j'ai fait une sorte d'amalgame pour créer celui qui serait le père de Tchala. Ça, c'est des petits subterfuges de romancier où on se donne une certaine liberté avec la réalité. Mais ça aurait pu être son ancêtre, ça aurait pu lui-même, ça aurait été quelqu'un d'autre après lui. Mais je voulais vraiment avoir un monarque Kuba dont la fille, après avoir rompu le contrat social avec la monarchie, se retrouverait dans les circonstances qu'on voit dans le roman, dans cette exposition, et vivrait le destin qu'elle a vécu pour que 45 ans après, sa nièce, Nyota, arrive en Belgique et tente de retrouver ses traces, parce que comme on le verra pour ceux qui liront le roman, après Expo, cette personne, cette dame, cette princesse Bakuba va disparaître dans Bruxelles sans qu'on sache ce qu'elle est advenue. Et c'est vraiment près d'un demi-siècle plus tard, quand sa fille arrive, à la même période où je suis arrivé moi en Belgique pour étudier, qu'elle reçoit la mission de rechercher ses traces et qu'elle nous raconte ce qui s'est passé réellement à cette époque-là. Aux pages 271-72, vous abordez en interligne le destin des enfants métissés. Je cite. Je me souviens d'ailleurs que l'un de mes enseignants du secondaire nous avait appris que très peu parmi ces enfants furent reconnus par leur père belge, la plupart étant soit abandonnés aux soins de leur mère, soit arrachés à celle-ci et placés chez les bonnes sœurs. Au jour de Dispanda, précisa Jeff l'Africain, quelques-uns quittèrent l'ex-colonie dans les bagages d'un père qui avait d'autres soucis que de requérir le consentement d'une femme incarnant l'accident de parcours dans une vie de colon. Dans les testicules de Tintin, une tragédie qui se voulait une métaphore de ce que son auteur qualifiait avec son humour persifleur de piège colonial qui tient l'ancien maître tout-puissant là où ça fait mal. L'un de ses enfants abandonnés, Pierre Bakolapa, de son nom, apprend de sa mère le jour de ses 18 ans qu'il est le fils du journaliste belge Guy Petitjean.
mieux connu sous le sobriquet de Tintin. Comme nombre de ses compagnons, le grand reporter a refusé de reconnaître son fils avant de se réfugier en métropole dans la confusion de la dépendance. À la même époque où, dans son Kasaï, tu courais d'un ganga à un autre pour savoir ce qu'il était arrivé à la princesse partie avec le collier sacré de la reine-mère Go-Kadi. D'ailleurs, dans la pièce par laquelle le sujet est abordé, s'appelle les testicules de Tintin, disons une appellation explicative. Pensez-vous que cette question ait été assez abordée dans la société belge? Par contre, comment a-t-elle été abordée en RDC Exaïr? Longue question, je vais essayer de me rappeler la substance. La question des enfants métis. Comment a-t-elle été abordée dans la société belge, puisqu'elle l'a été, et comment elle est vécue du côté congolais. Moi, ce que j'ai vu donc, du côté belge, parce que je suis quand même de près ce qui se passe en Belgique, à la fois parce qu'il y a une sorte de petite nostalgie pour le pays qui m'a accueilli en premier ici, mais aussi parce que j'ai beaucoup d'amis. Je suis par exemple le journal belge sur TV5 Monde assez régulièrement. Donc voilà, je suis ce qui se passe et j'ai noté par exemple qu'après une longue période de silence, s'agissant de ces enfants-là, qui aujourd'hui ont un âge assez avancé, hein, les enfants métis de père ou de mère belge, mais souvent de père belge, qui ont été évacués du Congo lors de l'indépendance en 60, aujourd'hui c'est des femmes ou des hommes qui ont 70-80 ans dans ce zoo-là. Et j'ai suivi récemment qu'en Belgique, ces enfants avaient décidé de se réunir dans un collectif qui a mené une action en justice contre l'État belge. Vous avez dû suivre cela. Pour crime contre l'humanité, bref, ils estimaient que cet abandon qui avait été cautionné par l'État belge avait brisé leur vie et qu'ils avaient droit à des réparations. Donc, du côté belge, je me rends compte qu'il y a finalement, par la force des choses, et parce qu'on est aussi dans une période où le couvercle est en train de sauter sur un certain nombre de tabous, les gens ont le courage de dénoncer publiquement ce qu'ils ont vécu dans le silence. Donc il y a des Belges nés de ces unions, que ce soit au Congo, que ce soit au Rwanda ou au Burundi, qui réclament justice, soit vis-à-vis de leurs parents, soit vis-à-vis de l'État colonial qui a rendu possible ces déracinements et toutes les conséquences psychologiques et autres qui s'en ont suivi. C'est un débat ouvert en Belgique. Moi, je serais curieux de voir. Je pense qu'il n'y a pas encore eu, je crois, de jugement sur cette action qui avait été reçue quand même devant les cours et tribunaux ici. Je suis curieux de voir quel dénouement judiciaire ou extrajudiciaire ces revendications vont pouvoir rencontrer en Belgique. Mais au moins, on en parle. Ces victimes-là, ces femmes, j'ai vu beaucoup de femmes s'exprimer, réclament justice. Du côté congolais, c'est moins évident. J'ai pris connaissance de l'existence d'une association d'enfants métis dont les parents belges étaient aussi répartis en Belgique après la décolonisation, mais je n'ai pas l'impression que leur discours, que leurs revendications soient portées aux autorités congolaises. En quels termes d'ailleurs et avec quel type d'attente, avec quel type de réponse, ça je ne sais pas. Mais plus globalement, c'est des enfants que l'on retrouve là-bas, qui ont été traumatisés, qui ont été arrachés donc à leur père, en tout cas dont leur père ce serait plus correct de dire dont leur père s'est détaché, parce que c'est lui qui est parti, ont été abandonnés soit à des religieuses, soit à leur maman congolaise, qui souvent n'a pas eu la possibilité de remonter le fil pour retrouver l'ancien conjoint ou l'ancien mari. Donc ce sont autant des vies brisées pratiquement, des enfants qui ont grandi avec beaucoup de traumatismes. Et ça reste l'une des plaies, l'un des héritages malheureux. On ne serait pas en Belgique si ça ne s'est passé pas comme ça. Hein. Donc je terminerai en disant que c'est une réalité qui est là, qui amène beaucoup de problèmes irrésolus, aussi bien en Belgique qu'au Congo, où se retrouvent effectivement des enfants issus de ces unions mixtes qui étaient évidemment proscrites pendant la colonisation, mais qui ont quand même laissé des vies, des gens, des personnes désorientées, qui ont été brisées pour certaines et qui tentent de se reconstituer.
à quel point l'État colonial peut-il être tenu responsable? En tout cas, il est responsable, parce que c'était un apartheid qui a été imposé et qui a eu des conséquences sur les vies. À quel point la Belgique moderne est-elle prête à faire un monde honorable et à trouver une manière de compenser, de faire une compensation ou je sais pas, de satisfaire financièrement, moralement, j'en sais rien, par des excuses, par d'autres actions. C'est vraiment aux protagonistes belges de régler cette question. Du côté congolais, j'ai envie de dire, malheureusement, l'État semble avoir d'autres soucis et les voix de ces femmes-là ne sont pas entendues et de ces hommes-là ne sont pas entendus. Ils sont un peu les Ndelendom, les petits blancs, un peu la petite blanche dont le père est parti, dont on ne sait pas grand-chose, mais qui est là sans qu'on sache vraiment si un jour c'est des familles qui pourront se reconstituer, guérir des blessures qui sont nées de ces régimes d'apartheid imposés pendant la période coloniale ou proscrivaient les unions entre les Congolais et les Belges. Merci. Donc à la page 274, que je vais citer par la suite, la nièce de Tchala parle de la migration. Et, disons, elle en parle un peu dans l'optique de Fatoulion. Je cite, les humains doivent pouvoir aller où ils veulent, quand ils veulent, parce que c'est tout ce qu'ils ont fait depuis l'Australopithèque, l'homme de Cro-Magnon, ou que je sache, a quitté sa grotte en Afrique, professeur Franken. C'est aussi simple que ça, il semble, non? Regardez donc à quel point tout ça est finalement très banal. Les Allemands, par centaines, vont en Chine et y trouvent leur bonheur. Les Chinois, par milliers, vont en Éthiopie, elles s'y enrichissent. Alors, dites-moi, au nom de quoi les Éthiopiens n'iraient-ils pas vivre en Australie ou au pôle Nord? C'est cela que vous devriez montrer, à mon avis, au lieu de vous casser la tête avec les enfants de 30 ans que personne n'a jamais croisés à un poste frontalier. Et puis, le patron du journal d'Anvers, qui oublie son texte 3 fois d'affilée, avoue, monsieur le metteur en scène, que c'est un peu abusé. Après, sur la page suivante, vous n'avez pas cherché à savoir pourquoi la langue française, pourtant si riche, utilisait le même vocable hôte pour désigner à la fois celui qui accueillait et celui qui était accueilli. Pourquoi je mentionne ceci? C'est aussi un grand sujet qu'on peut discuter. Et de plus qu'actuellement, un étudiant congolais, Massoudi Basso, est retenu par la police belge. Que voudriez-vous dire à propos de cela? Quelles sont vos expériences et vos visions? Mon expérience, je commence par le dernier bout de la question, elle est plus heureuse que celle du bonhomme qui est retenu malgré lui dans ce centre à Zaventem, dans des conditions que l'on sait inhumaines, parce que la Belgique a eu à répondre souvent à la Cour européenne des droits de l'homme sur ces centres fermés où les migrants sont gardés dans des conditions qui n'en ont en rien l'état de droit. Mon expérience est différente, disais-je, parce que moi je suis arrivé ici avec une bourse d'études, avec un billet d'avion qui a été payé par d'autres que ma famille, et donc j'ai été accueilli par des gens qui m'attendaient à Zaventem, qui m'ont amené en voiture à Louvain-la-Neuve. Je n'ai pas connu cela, donc j'ai eu la chance de venir dans des conditions beaucoup plus heureuses. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas côtoyé en Belgique des gens qui avaient moins de chance, qui étaient partis du Congo dans des conditions extrêmement difficiles, parfois au péril de leur vie, et qui, eux, ont croupi dans des centres de détention ici en Flandre, en Wallonie et dans la région de Bruxelles-Capitale. Ça, je le sais, c'est l'une de... je vais utiliser un mot fort, mais je vais l'emprunter à Jean Ziegler, que beaucoup connaissent ici, qui a publié un livre retentissant sur la honte de ces camps des migrants, que ce soit en Grèce ou ailleurs. Ça, c'est la honte de l'Europe, c'est la honte de l'Europe que d'avoir des camps où on parque des gens comme des animaux, donc pour le seul crime d'avoir voulu quitter leur pays dans des conditions de détresse, de guerre. Moi, j'aimerais bien voir les Belges sortir en 1940 quand les Allemands entraient et puis voilà, donner leur tête aux nazis. Quand les gens sont face à l'adversité, face à des dangers réels, ben, de tout temps,
ils cherchent à sauver leur peau et puis ils vont sur des terres plus hospitalières. Dans le cas des étudiants, et dans le cas de cet étudiant en particulier, ça met évidemment en contraste ce que vous venez de lire, le sort de quelqu'un qui est venu en toute légalité, par ailleurs. Dans ce cas-ci, c'est vraiment quelqu'un qui a une inscription avec tous les revenus. Mais il y a toujours eu cette suspicion de l'immigration dite clandestine qui pèse sur la tête de n'importe quel homme ou femme qui quitte le Congo, qui arrive en Europe. On soupçonne toujours qu'il est en quête de quelque chose, il veut se réfugier, venir prendre notre travail, notre boulot, tout ce genre d'appréhension. Même lorsque les études, parce qu'il y a le discours populiste et puis il y a ce que les études économiques de vos propres pays disent, que ce soit en France ou en Belgique, on voit bien que l'immigration, quoi que l'on dise, rapporte au pays beaucoup plus que ne lui en coûte. Ne serait-ce que parce que c'est de main-d'œuvre, des gens qui travaillent, qui perdent leurs impôts. À court terme, on peut voir que le coût paraît exorbitant, mais à moyen et long terme, l'immigration a toujours profité au pays d'accueil. Et pour un étudiant comme ça qu'on voit moisir dans un centre d'accueil, ou pour autant de réfugiés qui demandent un statut, ou qui demandent une régularisation à votre office des étrangers ici, ce qu'on oublie, c'est que derrière ces chiffres qui peuvent paraître effarants, encore qu'ils ne le sont pas, mais qui peuvent paraître effarants quand ils sont balancés sans mise en contexte, sans lecture économique par le gens de droite ou d'extrême droite, il faut savoir que quand même 90 à 95% des gens qui se déplacent, des Africains qui se déplacent à l'intérieur du continent africain. Donc l'Europe qui est si vaste et qui est si riche ne reçoit que la portion congrue de l'immigration africaine. Donc essayer de faire croire aux gens qu'on a peur d'être envahi par les Africains qui fuient la faim ou les guerres, qui vont envahir le continent, j'ai envie de dire, c'est se foutre de la gueule du monde. C'est moins de 5% des mouvements migratoires. Le reste c'est fait à l'intérieur du continent. Ce sont des Congolais qui sont très nombreux à aller en Afrique du Sud, en Angola, en Zambie. Ce sont des Soudanais qu'on va retrouver dans des camps au Kenya, etc., etc. C'est vraiment la plus petite portion. Encore que immigrer, arriver en Belgique est un grand luxe. Qui, sans revenu, peut se permettre de payer un billet d'avion et de venir échouer en Belgique? C'est très très peu de gens. Donc il y a beaucoup de discours populistes, beaucoup de manipulations parce que c'est vendeur. Politiquement, c'est vendeur de dire que ça ne marche pas bien parce qu'il y a trop de Marocains qui foutent rien, il y a trop de Congolais qui foutent rien, à part boire la bière à Matongé, il y a ceci, cela. Donc ça c'est très vendeur parce que c'est un discours simpliste. Mais quand on va dans le fond des choses et qu'on regarde ce que disent les chiffres, on voit que la part de l'immigration dans l'économie belge, dans la Belgique de demain, elle est plutôt positive. De toute façon, comment vous allez faire le Belge? Vous faites plus d'enfants, hein, je l'ai dit dans le roman, vous faites plus d'enfants. Vous voulez rester prospère, vous voulez de la main-d'œuvre, vous voulez que les gens travaillent et produisent, que la richesse de la Belgique prospère. Sans enfants, vous allez faire comment? Vous allez tous mourir, vous allez vieillir, et vous aurez une population de plus en plus vieille. Qui travaillera? Qui payera les retraités demain? Qui? Alors, soit vous faites des enfants et vous essayez de remonter la courbe démographique, soit vous embrassez le monde comme il vient. C'est un monde de métissage, de brassage, et le Belge d'aujourd'hui à Bruxelles, je ne sais pas moi combien de pourcents, il n'est plus celui d'il y a 20 ans. Il n'est plus celui d'il y a 50 ans. Ce n'est plus le Bruxellois ou le Belge de l'époque des eaux humains, de 58. Donc c'est le monde d'aujourd'hui qui veut cela. Et la Belgique elle-même participe à cette évolution parce que oui, l'équation démographique est telle que si on veut rester prospère, on doit aussi compter avec ceux qui viennent d'ailleurs et qui nous enrichissent par la force du travail, qui nous enrichissent culturellement et qui nous apportent bien d'autres choses dont on ne se vante pas. Alors pour revenir à la question, je suis évidemment effaré de constater effectivement qu'il suffit de venir du Congo avec une bourse, avec tous les documents nécessaires et se faire demander des questions de l'économie, je ne sais pas moi, de physique par un policier qui n'a peut-être même pas le 1/5 du bagage intellectuel de celui à qui il s'adresse, tout simplement parce que, oui, l'Union européenne se veut une forteresse où toutes les politiques sont mises en place pour ne pas accueillir les gens qui remplissent pourtant les conditions d'accueil qu'eux-mêmes ont fixées. Et c'est assez ironique, je terminerai par ce détail, de constater quand même que, s'agissant de ce jeune Congolais, quand on a voulu montrer de la chair maigre des indigènes dans un parc, on n'a pas lésiné sur les moyens, on est allé en prendre 200, on les a mis dans un bateau, on les a amenés.
on est retourné chercher d'autres, ainsi de suite. Donc quand s'agissait de l'exotisme pour justifier le projet colonial, il n'y avait pas de visa là. On prenait des bêtes de somme, on prenait des indigènes, on venait le montrer. Quand il s'agissait de renforcer les troupes alliées lors de la Première Guerre mondiale, on est allé chercher les indigènes dans la force publique, les Congolais qu'on a envoyés qui en Birmanie, qui en Éthiopie, pour défendre évidemment l'Europe dans le contingent belge. En 1940-1945 à nouveau, quand la Belgique se retrouvait face à l'ennemi nazi, encore une fois, on s'est tourné vers les troupes de la colonie. Et c'est pareil pour la France, avec les Sénégalais, les Maliens, ainsi de suite. Donc en ce moment, c'était très très bien. Le Congolais, l'Africain, il était bienvenu parce qu'il venait servir de chair à canon devant la Wehrmacht. Mais aujourd'hui, l'équation ne semble pas être la bonne, mais à l'inverse, si un sociologue flamand ou wallon veut finir sa thèse sur le Bakuba au consort et qu'il veut être à Kinshasa dans 24 heures, je ne pense pas que pour avoir son visa, il va galérer. Hein. Je ne pense pas qu'il va arriver là-bas avec un détail qui manque sur un document et que les autorités congolaises vont l'envoyer dans un centre fermé. Hein. Je pense que la Belgique respecterait, il taperait du poing sur la table. C'est pour qui là, les Congolais? Comment ça nous enfermer maintenant? Mais ce sont les mêmes mécanismes néocoloniaux qui font que la vie d'un nègre ne vaut rien, d'un Congolais ne vaut rien. Il ne peut pas aller où il veut sur les sols européens. Et puis le Congolais, le Français, le Belge, lui ou moi, si j'étais blanc avec mon passeport canadien, j'arrive, toutes les frontières me sont ouvertes. C'est une grande hypocrisie, c'est une déshumanisation, c'est un aparté de la circulation globale qui est imposée sans qu'on le dise ouvertement. Mais selon que vous êtes noir ou blanc, selon que vous venez du Congo ou du Canada, de la Scandinavie ou du Sahel, il y a des frontières qui vous seront ouvertes et d'autres qui vous seront fermées. Merci. Vous avez été invité par le célèbre réalisateur franco-algérien Rachid Bouchareb, qui va porter votre livre « J'irai danser sur la tombe de Senghor » à l'écran et à la coécriture d'adaptation cinématographique. Là, j'ai beaucoup de questions. Pourquoi ce roman s'appelle « J'irai danser sur la tombe de Senghor » ? Pourquoi Senghor ? Comment voudriez-vous inviter les lecteurs à lire ce roman ? Que vous a apporté cette expérience de coécriture ? Et en quoi diffère cette écriture par rapport à l'écriture d'un roman? Est-elle différente? Et quand pourrons-nous aller voir ce film surtout? Je vais prendre comme ça la volée les questions les unes après les autres. Voilà. Oui, j'irai danser sur la tombe de Senghor, qui est mon premier roman, qui révisite le combat des boxes de 1974 entre Mohamed Ali et George Foreman, à l'époque de Mobutu, à Kinshasa. On se souviendra Ali Bomaye, c'est de cette histoire dont il parle. Évidemment, j'invente un personnage qui est un musicien, un jeune musicien amoureux de la rumba qui quitte le Congo profond vers Kinshasa de l'époque pour intégrer le groupe Zaiko Langalanga et qui va se retrouver malgré lui dans les coulisses du combat et va nous a révélé les ficelles entre l'histoire non écrite, non racontée, non dite de ce combat-là sur fond de moboutisme clinquant. Pourquoi Senghor? Pourquoi j'irai danser sur la tombe des Senghor? Parce que dans ce roman, qui est à la fois un hommage, une déclaration d'amour à Kinshasa, malgré son côté hideux, son côté cannibale, la ville qui bourra tout le monde, ça reste quand même une ville qui vous travaille la peau, qui vous travaille l'âme, qui vous habite. Donc c'est une déclaration d'amour à Kinshasa de ces années, c'est une déclaration d'amour à la rumba, comme je l'ai fait également dans le dernier roman, Zaiko Langalanga, groupe emblématique, un groupe qui aimait beaucoup mon oncle qui m'a inspiré ce roman. Et donc c'est vraiment pour revisiter tout cela. Et au-delà de cette déclaration d'amour et de cette nostalgie un peu aussi du Congo et de Kinshasa, se greffe une histoire, celle de deux grands Africains, grands entre guillemets, l'un poète, père de la négritude, académicien, Léopold Sédar Senghor, président du Senghor, qui vient avec cette idée de la négritude, et l'autre, Mobutu, ancien journaliste, ancien soldat de la force publique, qui veut en quelque sorte qui veut faire la grenouille, qui veut être aussi grande qu'un bœuf. Lui vient avec son authenticité, une doctrine où il dit nous ne pouvons pas être ce que les blancs veulent que nous soyons, il faut que nous soyons nous-mêmes, on n'a pas besoin des prénoms de blancs, il faut s'appeler Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, et les Belges nous ont donné des Joseph Désiré, on n'en a rien à cirer, mais qui se positionne comme le rival idéologique du père de la négritude, Senghor. Alors comment faire pour remettre Senghor à sa place? Dans ma fiction, Mobutu, qui est en proie à cette espèce de folie des grandeurs, convoque ce combat dont personne ne veut aux États-Unis. Et il veut que ce combat des boxes se passe à Kinshasa, parce qu'il vient
débaptiser le Congo, le pays du Congo en Zaïre, et qu'il veut une grosse opération, évidemment, de marketing. Et quoi de mieux pour s'imposer comme le visage de la cause noire, le père de la cause noire, et d'amener le pion à Senghor, que d'amener Mohamed Ali, qui est le prophète par excellence du monde noir. Ainsi, voilà, donc j'ai inventé, pas qu'inventé, il y avait évidemment une vraie rivalité au niveau de l'idéologie entre la négritude de Senghor, et Césaire et Damas d'un côté, et un peu la réponse que Mobutu a apportée avec l'authenticité. Chacun voulait montrer à quel point il est affranchi de l'homme blanc. On sait que dans les faits, il y a à boire et à manger. Senghor et les Français, là, il y avait plus que du copinage. Si le Sénégal est ce qu'il est, une sorte d'assujettissement culturel, et ce n'est pas mes amis sénégalais qui le nieront, s'il y a cette espèce de lien ombilical qui ne se casse jamais, pour le meilleur parfois, mais souvent pour le pire, entre le Sénégal et la France, qui a un peu du Senghor là-dedans, qui se sentait beaucoup plus français que certains Français. Et puis il y a Mobutu, l'homme de la CIA, l'homme de toutes les magouilles, de coups tordus de l'Occident, mais qui avait le beau rôle, qui avait beau jeu, se présenter comme voilà, un noir, un bantou, fier de lui, fier de ses ancêtres, qui ne cédait rien au néocolonialisme. Dans cette guerre, dans cette bataille d'ego, de ce combat de coq entre deux leaders noirs, Mohamed Ali est utilisé dans ma fiction comme étant le joker que Mobutu va sortir pour, dit-il, renvoyer Senghor à ses chères études avec ses amis français. Et donc c'est cette espèce de métaphore que j'amène pour dire, une fois qu'il aura organisé son grand combat, sa grand-messe quinoise, une fois que Mohamed Ali aura triomphé, et lui avec, on se souviendra des timbres que Mobutu avait fait à l'époque, le Congo, les Zaïre soutient Mohamed Ali, Mobutu soutient Mohamed Ali, soyez tous derrière votre guide. Donc une fois qu'il aura récupéré à son compte la figure de Ali, eh bien, il pourra littéralement aller danser sur sa tombe parce qu'il l'aura éliminé politiquement. Évidemment, ceux qui lisent, qui ont lu Boris Vian, se souviendront aussi de J'irai cracher sur vos tombes. Vian étant l'un des auteurs que j'aime beaucoup et qui m'a parfois influencé, j'ai fait cette espèce d'intertexte dans les titres pour lui faire un clin d'œil, mais Senghor vient parce que voilà, Mobutu tente de rivaliser avec lui au niveau de l'idéologie. Réponse très longue, mais ça tient à ça. Merci. Donc maintenant, on va vous poser une question par rapport à votre deuxième livre. Que vouliez-vous évoquer dans votre deuxième roman, ce Sans capote ni Kalachnikov? D'où vous êtes venue l'inspiration et pourquoi vous avez choisi ce titre? Sans capote ni Kalachnikov, qui est mon deuxième roman, tourne autour d'un concept, un néologisme que j'apporte, qui s'appelle l'égo-charité. Une charité qui commence et qui se termine par soi. Ça renvoie à ce qu'on voit, qu'on a beaucoup vu, qu'on voit encore, une tendance qui consiste souvent au Nord à s'emparer de certaines causes pseudo-humanistes pour se donner en quelque sorte bonne conscience et à prendre ces causes, à les mettre en avant, à bâtir des narratifs autour de ces causes-là, soi-disant au profit de pauvres ou de déshérités ou de gens qui sont en proie à des problèmes, à des conflits armés et toute une série de choses qu'on associe à ce qu'on appelait hier le tiers-monde, mais pour des besoins qui n'ont rien à voir avec ni la solidarité ni la charité. Ce n'est pas nécessairement du charity business, c'est un peu plus complexe et parfois plus tordu que ça. Ça peut prendre la forme, comme dans le roman, d'une bonne dame qui quitte le Canada, qui fait un documentaire extraordinaire, auréolé de titres, qui reçoit plusieurs prix sur le viol des enfants au Congo. Mais pas qu'il ne faille pas parler de viol, mais il y a parfois une instrumentalisation, une utilisation de thématiques comme celle-là, qui mettent en avant la détresse, la misère, la pauvreté, la détresse extrême de certaines populations, sans nécessairement que ces populations aient la parole, et pour souvent un résultat qui se donne beaucoup de liberté. Quand on lit dans le film, on se rend compte que que dans ce film, en l'occurrence, derrière un objectif louable qui est celui de dénoncer le viol des femmes au Congo, d'autres enjeux et d'autres libertés sur la réalité sur les terrains ont été prises par cette réalisatrice-là.
Donc je tentais un peu de susciter de questions encore une fois, parce que je n'ai pas d'opinion, je n'ai pas de jugement de valeur à mettre sur ce genre de pratique, mais je peux, en tant qu'observateur de la société, attirer notre attention pour dire il y a de ces formes de solidarité parfois qui visent à écraser, à déshumaniser l'autre, et même à lui priver la parole. Et donc quand on zoome sur la main qui donne, il faut penser aussi à la main qui reçoit. Parce que si on donnait la parole à celui sur qui est braquée la caméra, alors que le narratif vient de celui qui braque la caméra, le discours qu'on va entendre peut être différent de celui qui est construit autour de l'image qu'on a en face de soi. C'est ce que font les deux protagonistes, les deux narrateurs de ce roman, qui sont deux anciens enfants soldats, qui ont été dans le film que cette Canadienne a réalisé, et qui ont vu ce film, et qui connaissent la vraie histoire derrière ce film-là, et qui écrivent dans leur carnet cette vraie histoire, que je laisse découvrir à mon lecteur pour se rendre compte parfois de la véracité de cet adage qu'on ressasse tout le temps, hein, que tant que les histoires des chasses seront narrées par le chasseur et que le lion n'aura pas la parole, eh bien, ces histoires-là ne vanteront évidemment que les prouesses, que la bravoure des chasseurs. Et que ce soit dans ce projet ou dans d'autres projets, que des gens comme moi portons l'idée sans être dans une concurrence narrative, mais c'est aussi de faire entendre peut-être d'autres voix, d'être de l'autre côté de la caméra pour dire, vous avez peut-être vu cette partie du portrait, il y a peut-être une autre partie qui est invisible mais qui est tout aussi importante. Alors, sans capote ni kalachnikov, là encore c'est un jeu de mots, parce que cette personne, cette réalisatrice qui produit ces films, quand elle se présente, et c'est l'explication que donne l'un des narrateurs, quand elle se présente dans cette région, de cette partie de l'Afrique qui fait penser au Congo, même si dans le roman on ne parle pas explicitement du Congo, elle ne vient pas armée d'une arme. Elle, comme dit mon personnage de Petiche, elle vient armée d'un sourire. Elle vient armée d'un sourire et ses intentions paraissent les plus nobles. Elle n'a pas d'arme, elle n'a que son sourire, mais comme on dit dans une expression très triviale, elle va le leur mettre quand même bien au fond. Donc, c'est-à-dire, elle va le berner. C'est pas des docteurs en droit qui s'expriment là. Hein. Elle le fait sans capote ni kalachnikov, mais elle le fait quand même. Donc oui, quand un enfant soldat s'exprime, il s'exprime pas comme Blaise le juriste. Il s'exprime dans ces expressions un peu triviales, mais qui montrent que oui, les gens, les pauvres, quand on les écrase et qu'on les manipule, ils sont peut-être moins naïfs qu'on le croit. Ils savent parfois de quoi il en est. Si après cette discussion, quelqu'un voudrait en apprendre un peu plus sur le royaume Bakuba, quel livre ou documentaire conseilleriez-vous? Bonne question. Les documentaires, je n'en connais pas malheureusement. Mais le plus simple, je pense, ça serait vraiment d'aller dans une bibliothèque qui est assez riche, il y en a plein, et de chercher des choses qui ont été publiées par des gens comme Jan Van Sina, que je citais, qui est l'un des spécialistes vraiment belges sur les Bakuba, donc Jan Van Sina, de chercher d'autres ethnologues belges qui ont écrit. Après une petite recherche, vous trouverez. Ou alors les monographies laissées qui sont un peu plus vieilles, mais qu'on retrouve quand même dans les fonds documentaires ici en Belgique ou ailleurs, notamment dans les universités, par Émile Tordet, par Frobenius, que je citais tantôt, qui lui est un Britannique. Et voilà, à partir de là, il y a toujours des bibliographies qui peuvent être tirées à partir d'un ouvrage qui renvoie à d'autres par étagement, donc on peut toujours trouver des choses. Voilà, donc ce sont ces trois noms que je donnerai pour commencer à partir de la Belgique, mais vraiment sur les Bakuba, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver. Et il y a aussi des articles, hein, en dehors de monographie, il y a des articles qui sont pour certains vieux, qui sont dans des revues spécialisées, d'autres sont en accès libre, mais il y a quand même pas mal de choses qu'on peut trouver. J'aimerais bien vous remercier. En tout cas, maintenant, j'aimerais bien vous demander de lire un extrait de votre livre. Alors, je vais lire un extrait où l'on découvre l'arrivée à Bruxelles en 1958, quelques semaines après l'ouverture de l'exposition universelle de 58, de Patrice Emery Lumumba, qui est l'un des personnages secondaires du roman, et qui prend connaissance, grâce à un jeune, un adolescent belge qui vient le voir, qui prend connaissance de l'existence de ce village congolais et de la présence dans le village congolais de la princesse Tchala, princesse de Bakuba,
qui s'y trouvent à côté d'autres indigènes, entre guillemets. Il pleuvait des cordes sur la capitale comme la veille à la même heure. Ça vous dit rien, ça? Un adolescent s'est présenté à la réception de l'hôtel des colonies, au 6 rue des Croisades, où 7 membres de la délégation congolaise à Expo 58 dévisaient avec des cadres du Parti libéral au sujet du scandale du Hazel. Il fut conduit par un employé jusqu'à l'entrée de la salle de conférence où se tenait la réunion dont une poignée de journalistes attendaient le compte-rendu en flamand dans les cafés alentours. Aussitôt approché, le chef de la délégation s'excusa auprès de ses pairs et rejoignit les 2 intrus dans le couloir. Le jeune visiteur sortit un bout de papier de la poche intérieure de son blazer à rayures et le tendit d'un geste hésitant à l'homme qui le dominait des 2 têtes. « Monsieur Lumumba ?»« Moi-même. »« Qu'est-ce qui me vaut l'honneur, jeune homme ?»« Je visitais le village congolais dans le parc avant-hier, après-midi, avec mes parents. Vous voulez dire cette chose abominable que votre roi a laissé prendre forme au cœur de Bruxelles ? Je n'ai jamais rencontré le roi, monsieur. Je suis venu jusqu'ici pour vous dire que j'ai parlé à une fille qui doit avoir plus que mon âge, peut-être 17, 19 ans. Une fille noire qui est dans le parc et qui m'a chargé de vous remettre ceci. » Patrice Lumumba déplia le bout de papier sur lequel avait été griffonné à la hâte l'adresse de son bureau dans la commune de Kalina à Léopoldville. Il reconnut tout de suite sa propre écriture avant que ne lui reviennent à l'esprit les circonstances précises dans lesquelles il avait remis l'adresse du siège de Bras-Congo à une inconnue. Une jeune beauté rencontrée un mois plus tôt dans le bar Léo Bisengo le soir de l'anniversaire du mariage de son ami Joseph Désiré Mobutu. Il fit une fille dont il avait perdu trace et qu'aucun de ses camarades invités au bal ne connaissait. Après chacun de ses déplacements hors du bureau, Monsieur le directeur commercial n'avait cessé de demander à sa secrétaire si une dénommée Tchala, très jolie petite dame, l'air timide, le regard effronté, ne s'était pas annoncée au portail principal. La même réponse lui avait été servie pendant 1 mois, avec quelques variantes du genre « Cette jeune personne n'est pas venue, chef. Pas que je sache, mais Madame Pauline, votre épouse, a appelé pour savoir si, jusqu'à son départ pour la métropole. » Et que faisait-elle dans le parc, cette fille noire, lorsque vous l'avez rencontrée? Elle dansait, elle chantait. Nous étions arrêtés pour l'écouter chanter en latin, pour admirer sa voix qui était belle, mais vraiment très belle. On ne dirait pas une voix de noir, si vous voyez ce que je veux dire. Lorsqu'il a profité d'un moment des distractions de mes parents pour venir me parler, comme je vous parle en ce moment. Elle chantait en latin? Qu'est-ce que vous racontez là? La vérité, monsieur. Derrière les barbelés, elle dansait et elle chantait, tandis que ses amis montraient aux visiteurs comment ils vivent dans la jungle avec les membres de leur tribu. Il y avait même un homme de petite taille, un pygmée en fait, qui se contorsionnait dans tous les sens, s'enroulait autour d'un cerceau en bambou, comme si son corps était en latex. À un moment donné, une dame l'a payé pour qu'il dévoile ses parties intimes. Et croyez-le ou non, monsieur Lumumba, le pygmée, il ne s'est pas fait prier. Il y a là-bas un pygmée qui montre ses parties génitales aux visiteurs? Oui, monsieur. Avant-hier, il exigeait 1 franc pour montrer une fesse. 1 franc 50 pour les 2. Si on lui offrait 3 francs, il baissait sa culotte jusqu'au cheville. La fille qui m'envoie ne faisait rien de tout cela. Vous auriez dû le voir danser. Ma mère a dit qu'elle n'avait jamais imaginé que l'on puisse danser en lévitation, encore moins entouré d'une foule aussi agitée. C'était hallucinant. Attendez. Êtes-vous en train de me dire que la jeune femme qui vous a donné ce papier est, aux côtés du pygmée que vous me décrivez, l'une des attractions au parc du Hazel depuis quelques semaines? Justement, ma mère disait que cela n'avait rien de drôle d'exhiber ces personnes, monsieur. Elle dit toujours ce qu'elle pense, ma mère, même si tous les jours mon père n'arrête pas de lui reprocher de ne pas penser ce qu'elle dit. Votre mère est une grande dame, et je n'ai pas de mots pour qualifier l'homme que vous appelez votre père. Vous leur direz cela de la part de Patrice Lumumba, d'accord? Je le dirai à ma mère, monsieur. Très bien. Mais dites-moi, pourquoi cette fille qui vous a demandé de lui rendre service en venant à ma rencontre, vous aurait-elle fait confiance à vous, qui n'étiez en fait qu'un parfait inconnu? Je lui ai posé la même question, monsieur. Elle a répondu que c'était parce que j'étais le premier garçon blanc qui s'était arrêté au village sans verser dans la provocation, ni rigoler comme un simple d'esprit. Ma mère dirait que c'était sa manière de jeter une bouteille à la mer.
Les âmes vaillantes savent qu'il y aura toujours une main pour se saisir d'une bouteille confiée aux vagues qui vont et qui viennent. Sans doute, quelqu'un lui avait appris que vous étiez descendu à cet hôtel avant qu'un surveillant ne vienne nous interrompre. Elle est venue vers moi. Elle a insisté pour que je vous dise qu'elle comptait beaucoup sur vous. Je lui ai donné ma parole, monsieur. Merci infiniment, mon ami. Votre nom, s'il vous plaît? Vincent. Vincent de Koning. Merci beaucoup, Vincent. La Belgique de demain a bien de la chance d'avoir rendez-vous avec des braves garçons comme vous. Que le Dieu de mes ancêtres veille sur votre mère. Venez avec moi. Je vais vous présenter au futur Premier ministre de votre pays qui est en réunion avec nous derrière cette porte. Venez, Vincent. On arrive à vous remercier. Et maintenant, on va s'adresser à vous si vous voulez poser quelques questions. Ce n'est pas vraiment une question, c'est pour apporter une information. Un zoo africain, il y en a eu à Liège aussi, en 1905. Donc il y a eu une exposition universelle près du pont de Franier, il y avait un zoo africain, un zoo humain. Donc c'est juste pour information. Mais ce que je voulais vous dire à propos de votre roman, c'est que j'ai vécu hier, lors d'une assemblée académique à l'Université de Liège, de proclamation des résultats de la faculté des sciences, un rappel, mais vraiment très important de ce qu'a été la colonisation. Et donc on proclamait donc les résultats des élèves, et à un moment, il y a un étudiant, heureusement il n'était pas dans la salle, il y avait 1600 personnes dans le forum, hein, je vous dis, il y avait du monde. Il avait un nom très rigolo. Je ne sais plus quel était son nom, on va dire Innocent Fainéant Paul Innocent Fainéant. Et l'Assemblée n'a pas pu résister et sans vraiment rire, on a senti un murmure de... Et le professeur de géographie humaine qui proclamait les résultats s'est automatiquement arrêté, il a interpellé l'Assemblée. Il a rappelé que c'était gravé dans l'état civil, ce jeune homme était haïtien, gravé dans l'état civil de Haïti, la violence de la colonisation. Donc il portait un nom rigolo parce que ses ancêtres esclaves, on les avait débaptisés pour leur donner ces noms-là peut-être. Alors la salle, qui a réagi vraiment, et tout le monde a été remis à sa place, quoi. C'était pour moi un grand moment de réminiscence de ce que ça a été l'esclavage, la colonisation. Surtout dans une assemblée académique. C'était vraiment un moment que j'ai trouvé très poignant. Merci voilà, de ce témoignage. Je voulais simplement vous dire ça. Mais merci du témoignage, merci. Ça ramène encore à ce que je disais tantôt, hein, la question du passé, qui n'est peut-être pas passé pas autant qu'on le croit, parce que pour les gens qui ont réagi de cette manière-là, avec un peu de conscience, on se sera rendu compte que ce nom qui résonne aujourd'hui nous dise de choses sur un passé. Et que le fait pour un Haïtien, aujourd'hui encore, de s'appeler comme ça, témoigne d'une violence coloniale dont il est la figure à travers ce qu'il a vécu. Après, il n'y a pas de déterminisme, il va se choisir son chemin, il va faire ses propres choix. Mais pour lui, entendre un public majoritairement blanc se moquer de ce qu'il porte du fait qu'il a été, ses ancêtres ont été mis en esclavage par les mêmes blancs, ça a quelque chose quand même d'assez... Heureusement, il n'était pas présent. Hein. Ah, il n'était pas lui-même là. Il n'était pas présent. Attendez. Donc le jeune homme n'était pas présent, il était parti dans son pays. Ok, donc il y a ça. Imaginez s'il avait été présent. Il aurait pu être très offusqué. Oui, il aurait pu être présent. Tout comme, peut-être, il aurait pris avec une certaine distance, un certain humour, hein, on ne saura jamais. Mais objectivement, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit quelque chose sur ce rapport violent à l'histoire qui fait que des gens comme lui ne peuvent pas s'appeler du nom qu'ils auraient pu hériter de leur ascendant africain, parce que quelque part, il y a eu cet esclavage, il y a eu cet anéantissement de tout ce qu'il y avait d'africain dans le destin de ces gens. Et on a effacé tout cela pour que ce soit de bons nègres qui appartiennent à leur maître, dont ils vont souvent porter le nom, qui va les baptiser à sa guise. Cette histoire-là, au Congo, ouais. ils en sont. Jusqu'à un certain point,
Enfin, moi, je suis allée plusieurs fois au Congo parce que mon fils y a travaillé. Et alors, beaucoup de gens ont des noms, et je suis sûre que c'est à travers les écoles catholiques qu'on leur a donné des noms désirés, enfin des noms qui n'ont rien à voir avec leur origine. On leur a donné des noms très imagés, des prénoms très imagés, qu'on voit bien qu'ils n'ont rien à voir avec la langue qui se parle dans leur tribu. Oui, c'est pour ça que je disais c'est vrai jusqu'à un certain point, parce qu'effectivement, il y a notamment cette histoire de prénoms contre lesquels Mobutu s'était insurgé. Je parlais de l'authenticité. En 73, Mobutu décide de gommer tous les prénoms chrétiens. Il avait sa propre bisbille avec l'Église catholique, avec le cardinal Joseph Malula, qui dénonçait ces dérives totalitaires. Donc il décide de s'en prendre à l'Église catholique et accessoirement de supprimer tous ces prénoms en disant aucun blanc ne s'appelle Mobutu, pourquoi nous on s'appellerait Joseph Désiré, on va arrêter tout ça, je deviens Mobutu, c'est Ngbendu, je reprends le nom de mes aïeux. C'est l'identité. Bon, encore que là, comme souvent, il manipule un peu la réalité, parce que le nom qu'il se donne, c'est Mobutu, le conquérant, le guerrier indomptable qui vole de victoire en victoire, machin. Pas sûr que chez les Bambandi, il ait eu un ascendant comme ça. Mais bon, il s'arrange quand même. Il décide d'être son propre géniteur, il se baptise comme ça. Et moi, quand j'étais jeune, jusqu'à la fin du Mobutisme, le 24 avril 90, je me suis appelé Ndala Mutumbula. Blaise, ça n'apparaissait nulle part. Mutumbula étant le nom de mon grand-père paternel. Mobutu donc a fait ce travail-là d'authenticité, comme il disait, pour gommer ses prénoms. Après, on a quand même pu, par ce moyen et d'autres, garder nos vrais patronymes, à la différence des Haïtiens qui vont être Métellus, Césarius, de noms comme ça, Voltaire. Quand j'étais en Haïti comme chef d'émission chez Avocats sans frontières, là où j'étais logé, c'était chez Monsieur Voltaire et sa femme. Donc on a des noms comme ça qui sont totalement insensés. Pour ce qui est des prénoms après, parce que je veux respecter aussi la liberté religieuse de gens, certains, même après que Mobutu est parti, considèrent que comme chrétien, une foi chrétienne qui est devenue aujourd'hui une foi universelle, ça vaut ce que ça vaut, mais certains considèrent que comme ils continuent à croire en Jésus-Christ, le Fils de Marie, le Fils de Dieu, ça ne les dérange pas d'être Benoît Mutumossi ou Benoît Ndala ou Jean-Claude tel, en gardant quand même l'autre partie africaine. Donc là, c'est un peu plus nuancé, je dirais. Mais pour ce qui est des Congolais, là où moi je suis totalement effaré, c'est quand je vois un joueur qui a joué d'ailleurs dans les championnats belges ici, qui s'appelle Dieu merci. Ah, je dis, mais là, on fait fort quand même, nous les Congolais. En plus d'appeler nos enfants tonton, papy, machin, moi je dis ça aux Canadiens, ils ne croient pas, ils pensent qu'un bon romancier, j'en rajoute, de Dieu merci, de plat midi, plat merveilleux de Dieu. Ah, il en existe au Congo, des acronymes comme prénom. Donc là, on est ailleurs, on est vraiment dans quelque chose de totalement flyé, mais c'est très congolais ça. Mais pour revenir aux choses sérieuses, oui, on a connu ça, on a connu du fait de la présence des missionnaires belges, l'imposition un peu de ces prénoms. Mobutu est venu effacer, et après, aujourd'hui, chacun fait un peu ce qu'il veut, mais à la différence des anciens esclaves, qui aux États-Unis ont pu changer avec les Malcolm X, tous ces mouvements-là, parce qu'ils avaient complètement perdu la souche africaine, on a quand même encore la possibilité aujourd'hui d'avoir ces souches. Et nombreux sont les Congolais qui ne veulent tout simplement pas avoir de prénom d'ailleurs. Ils ont, même s'ils n'aimaient pas Mobutu, ils disent moi je ne veux pas être dans ces histoires-là, je veux être comme un Chinois. Voilà. Et les Chinois, ils ne s'appellent pas Marie ou je sais pas, Jean. Je vais être Mutombo Dikembe. Voilà, ça s'arrête là. Je vais être Kazadi Mwamba. Je vais être Chilombo Tshisekedi. Je voudrais revenir sur les noms. Les chercher où, Mobutu, le nom Zaïre? Parce que je ne sais pas l'origine du mot Zaïre, pour la renommer le fleuve, la renommer le pays, la monnaie, mais ça vient d'où? Le mot Zaïre, semble-t-il, vient du Portugal, où d'ailleurs il y a une région qui s'appelle Zaïre au Portugal. Les Portugais étant les premiers Européens qui sont arrivés dans l'embouchure du fleuve Congo avec Diego Cao, 1400 et quelque chose. Et quand les Belges, beaucoup plus tard, arrivent et qu'ils demandent, je ne pense même pas si c'est eux, si c'est déjà Diego Cao, mais bref, en tout cas, parmi les premiers Européens qui arrivent et qui voient le fleuve et qui demandent comment s'appelle ce fleuve-là, et qu'on leur dit Nzadi, Nzadi,
qui veut dire fleuve, grand cours d'eau. L'Européen, il n'est pas familier au son, à l'orthophonie locale. Donc lui, ça lui rappelle le Zaïre. C'est plus simple s'il écrit Zaïre parce qu'il sait que Zaïre existe quelque part au Portugal. Donc ils ont déformé Nzadi en Zaïre. Et quand Mobutu a voulu donner le nom et qu'il ne voulait pas que le Congo se résume à l'ancien royaume Congo, bon, il a pris ce nom déformé par le portugais qui était Nzadi pour désigner le pays parce que, oui, on le sait, le fleuve Congo reste un peu l'élément démographique structurant de la nation congolaise et il a donné Nzadi comme nom au pays. Du coup, c'est un peu ironique parce que c'est pas vraiment un mot africain. C'est aussi... C'est une prononciation du portugais. Absolument. Et c'est aussi pour cette raison, pas que, mais c'est aussi pour cette raison que après Mobutu, quand les Kabylas sont arrivés, ben, ils ont dit on ne va surtout pas aller reprendre encore un nom qu'on a donné comme ça par une erreur des Blancs, et puis on va cautionner ça comme si nous n'étions pas capables de nous nommer nous-mêmes. Autant revenir au Congo qui évoque effectivement le Royaume Congo. Et bon, là, c'est vraiment un compromis, hein, parce que c'est vrai, le Royaume Congo ne recouvrait pas toute l'étendue de la RDC actuelle. Mais des cas comme ça, dans l'histoire, dans la géographie mondiale, on en trouve, hein, d'une région qui donne son nom évidemment à l'ensemble du territoire. Ouais. Donc merci Monsieur Blaise Dalla d'être venu à Liège. Et on remercie aussi le public de s'être déplacé. Alors maintenant, nous vous proposons un petit verre avant de partir. Discuter un petit peu en bas avec monsieur, si vous désirez. Merci.